Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session Microsoft Build dédiée aux applications de réunion dans Microsoft Teams. Je suis Benjamin Talmar, je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft France. J'accompagne startups et éditeurs de logiciels dans la conception, le développement et la publication de leurs applications sur le store Teams. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Alexis. Salut Benjamin, bonjour à tous, bienvenue pour cette session dédiée, comme Benjamin l'a dit, aux applications pour Microsoft Teams et notamment sur les réunions. Je m'appelle Alexis Cogna, donc je suis MVP Office Apps and Services et je suis développeur au sein de la société Waldo. On développe des solutions pour Microsoft Teams. Parfait. Alors aujourd'hui, on a une heure ensemble, une heure qu'on va passer autour du contenu d'un module Microsoft Learn qui s'affiche à l'écran. Vous avez le QR code pour accéder à ce module, vous avez également le lien pour accéder à ce module. Le but de cette session Learn Live, c'est de parcourir avec vous le contenu de ce module de formation et plutôt que de vous faire lire des explications, c'est de vous expliquer avec nos mots les différents concepts qui sont présentés et plutôt que de vous faire des exercices, aujourd'hui on va vous faire des démonstrations de ces différents concepts. Donc accrochez-vous, on a une petite heure ensemble. Un deuxième lien, c'est le lien des ressources complémentaires par rapport à ce module Microsoft Learn, notamment les exemples de code et tout le projet de l'application qui est construit à travers cette formation. Donc n'hésitez pas à le mettre de côté également. Donc aujourd'hui, on va parler des applications de réunion pour Microsoft Teams. Donc on va commencer par expliquer les différents concepts liés à ces applications de réunion et comment cela se place par rapport au reste de la plateforme Microsoft Teams. On va ensuite regarder un petit peu plus en détail sur la façon dont on va développer ce type d'application, ce type d'extension. Et enfin, on va regarder différents points d'extensibilité qui sont disponibles quand on a une application de réunion et comment notamment on va ajouter un bot pour pouvoir réagir en temps réel à certains événements qui se passent pendant cette réunion. Cette session est en direct, elle est interactive pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à poser des questions. On a un super modérateur, Étienne, qui est là pour répondre à vos questions sur le chat, donc n'hésitez pas. Avant de rentrer en détail sur les applications de réunion en tant que telles, j'aimerais prendre quelques minutes pour prendre un petit peu de recul et vous présenter ce qu'est la plateforme Microsoft Teams dans son ensemble. C'est très important de comprendre ça puisque la plateforme Microsoft Teams a une particularité, contrairement à un navigateur ou un téléphone portable sur lequel vous allez développer soit une application web, soit une application sur mobile. On n'a pas une page blanche dans Teams sur laquelle vous contrôlez exactement ce que vous souhaitez faire, l'interface que vous souhaitez créer, les fonctionnalités que vous allez développer pour l'utilisateur. C'est un petit peu plus complexe que ça dans Teams, puisque vous allez vous interfacer, quand vous créez une application Teams, vous allez vous interfacer dans des points d'extensibilité très précis sur un outil très précis qui est Teams, qui facilite la collaboration et la communication en entreprise. Donc, il va falloir bien comprendre déjà, évidemment, ce que fait Teams, et ensuite, à quels endroits dans Teams vous allez pouvoir vous interfacer pour développer les meilleurs cas d'usage par rapport à votre solution dans votre application Teams. Donc, la première chose à faire quand on va faire ça, c'est déjà de comprendre quels sont les cas d'usage les plus pertinents pour vos utilisateurs dans Teams et à quel niveau de collaboration vous voulez placer ces différents cas d'usage. Dans certains cas, on va vouloir, par exemple, afficher des choses dans un canal d'une équipe Teams. Donc ça, c'est ce que vous voyez en bas à gauche. Vous allez vous interfacer directement dans un canal. Mais certains cas d'usage, ces cas d'usage dans un canal vont être très collaboratifs par nature. Quand on est dans une équipe, on est à plusieurs. Si vous avez une application qui est visible dans une équipe, il va falloir un minimum de collaboration pour être pertinent à cet endroit dans Teams. À l'autre extrémité, vous avez des choses beaucoup plus individuelles sur lesquelles vous allez pouvoir, par exemple, afficher un onglet dans l'espace personnel de l'utilisateur dans Teams. Et entre les deux, vous avez les conversations de groupe, ce qu'on appelle les chats en anglais. Vous avez les chats en one-one et vous avez les réunions, et c'est de ça dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Une fois qu'on a choisi le niveau de collaboration qu'on va souhaiter sur ces cas d'usage, on va choisir le point d'extensibilité et finalement l'interface que l'on va utiliser pour développer ce cas d'usage. Dans certains cas, ça va être un onglet statique qui va être pertinent pour ce qu'on veut faire.
Dans d'autres cas, ça va être des onglets configurables. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. On va pouvoir s'interfacer dans le flux d'activité de Teams quand c'est pertinent par rapport à ce qu'on veut développer. On va pouvoir créer un agent conversationnel, un bot, qui va s'intégrer directement dans une conversation. On va pouvoir s'intégrer dans les réunions. C'est de ça dont on va parler le plus aujourd'hui. Et on va pouvoir s'intégrer également dans les messages, comme on va créer des extensions de messages pour aller plus loin dans l'espace conversationnel de Teams. Donc tout ça, ce sont des exemples de points d'extensibilité de la plateforme. Donc quand on commence un projet, on va réfléchir à quel cas d'usage on souhaite développer pour ces utilisateurs, quel niveau de collaboration on souhaite leur donner à ces cas d'usage, quel point d'extensibilité précis dans Teams, et après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à développer ces différents cas d'usage en respectant un minimum les bonnes pratiques de la plateforme, ce qui est notamment important quand on va vouloir publier son application sur le store, puisque sur le store, les bonnes pratiques deviennent des prérequis. Quand on veut publier sur le store, il y a une liste de choses à respecter. Donc, c'est très important de le prendre en compte dès le départ. Je voudrais préciser un petit point, Benjamin. Là, tu as parlé de plein de possibilités, mais on peut bien sûr, tu me confirmes, combiner tout ça dans une seule et même app. Très bon point, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment un ensemble de fonctionnalités qui sont à disposition, enfin de points d'extensibilité qui sont à disposition. Votre application, elle peut en utiliser plusieurs et vous pouvez, grâce à ça, développer des multiples cas d'usage par rapport à votre solution. Merci pour la précision. Enchaînons maintenant sur les concepts liés spécifiquement à ce qu'on appelle donc les applications de réunion. Alors, on essaie de traduire ça du mieux qu'on pouvait. En anglais, on parle de meeting extension, d'extension de réunion, c'est une autre façon de le traduire. Donc, la première chose à comprendre quand on va vouloir faire ça, donc quand on a un cas d'usage qui va être pertinent pour être associé à une réunion dans Teams, c'est de bien comprendre les différents éléments qui composent le cycle de vie d'une réunion. Alors, ça fait tout de suite un petit peu pompeux de parler de cycle de vie de la réunion. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est différentes étapes dans la vie d'une réunion sur lesquelles vous allez avoir différentes façons de vous interfacer quand vous développez une extension, quand vous développez une application de réunion. Ici, vous voyez sur l'écran une réunion Teams avant qu'elle ait eu lieu, au moment où on a potentiellement ajouter différentes pièces jointes à sa réunion, où on a collaboré sur un ordre du jour, où on a potentiellement déjà commencé à collaborer dans la fenêtre de conversation, de chat avec les autres membres de la réunion. À cet endroit-là, on a ce petit bouton, ce plus que vous voyez à l'écran, qui va pouvoir permettre à l'organisateur de la réunion de rajouter une application à cette réunion. Donc vous allez comprendre, quand on le regardera dans la démonstration, c'est vraiment la première chose à faire avant la réunion, d'ajouter une application pour pouvoir ensuite avoir une première interface sur laquelle vous allez pouvoir, en tant que développeur, développer différents cas d'usage. Ici, vous voyez l'application, elle s'appelle Contoso. Elle a été rajoutée à ma réunion et vous avez tout un espace sur la fenêtre qui vous est dédié. Alors, c'est un espace, pour être très concret, c'est une iframe. C'est une iframe sur laquelle on va charger une URL que vous avez configurée, on verra ça comment dans quelques minutes, et sur lequel vous allez finalement rendre le contenu HTML que vous souhaitez pour l'utilisateur en fonction de différents éléments dont on verra plus en détail très bientôt. Ça, c'est l'expérience applicative avant la réunion. Un organisateur, un participant à la réunion va pouvoir venir sur cet espace et avoir une première expérience qui va être pertinente avant la réunion. Là, on a par exemple un cas d'usage où la réunion va nous permettre de créer une liste de questions que le présentateur va vouloir poser pendant la réunion. Cette liste de questions, on peut collaborer en amont, avant que la réunion se passe, avec les différents participants sur les questions qui veulent se voir poser, sur les différentes choses qui vont être vues pendant la réunion. On peut parler aussi d'agenda collaboratif en quelque sorte à ce niveau-là. Ça, c'est le cas d'usage qui a été choisi dans cette application. Ensuite, la réunion commence. Là, vous voyez, vous connaissez cette interface. On y passe beaucoup de temps. Donc, cette interface, elle va vous donner un premier point d'extensibilité qui est ce qu'on appelle le panneau latéral. En anglais, on parle de side panel. Ce panneau latéral que vous voyez sur la droite, vous constatez qu'il est au même endroit que la liste des participants ou que la fenêtre de conversation, de chat qu'on peut avoir avec les autres participants. Quand on développe une application de réunion pour Teams, on a la possibilité d'avoir sa propre interface qui va se placer à ce niveau-là.
il y a des contraintes à respecter ici, donc c'est un espace qui est relativement réduit par sa taille. Je crois, de mémoire, on est sur 320 pixels de largeur. Il y a des bonnes pratiques. Il faut que vous respectiez le thème sombre. Il faut que vous évitiez d'avoir euh, je ne sais pas le traduire en français, un scroll horizontal. Tout ça, il faut le respecter pour vos utilisateurs et notamment si vous voulez aller sur le store, c'est quelque chose qu'on va vérifier au moment de la publication de votre application. Premier type d'interface, le panneau latéral. Ce panneau latéral, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas visible par tout le monde forcément. Chacun contrôle l'affichage ou non du panneau latéral lié à son application. Mais dans différents cas d'usage, vous allez peut-être avoir envie de solliciter les utilisateurs, les participants à la réunion, à certains points clés, à certains moments clés pendant cette réunion. Et c'est là qu'intervient le deuxième point d'extensibilité, qui est cette boîte de dialogue, cette pop-up qui va pouvoir s'afficher aux différents utilisateurs. Généralement, c'est pour leur demander de réaliser une action, répondre à une question, voter, effectuer un choix. Tout ce genre de choses qui va nécessiter une interaction avec l'utilisateur et qu'on souhaite finalement imposer, contrairement au side panel que l'organisateur, le présentateur ne peut pas imposer à tous les participants. Troisième interface sur laquelle on va pouvoir jouer quand on est dans une application de réunion, c'est ce qu'on appelle le panneau principal, la scène principale. Donc là, c'est vraiment la plus grande partie de l'écran que vous voyez au centre, sous les caméras et à gauche du panneau latéral. C'est le même type d'écran que quand on partage justement un écran, ou quand on utilise PowerPoint Live, ou quand on utilise le Microsoft Whiteboard. Toutes ces interactions, elles utilisent cette scène principale. Depuis quelques mois, c'est relativement nouveau. On va pouvoir, en tant que développeur, développer notre propre interface justement pour cette scène. Donc là, ça va être très intéressant parce que ça va également imposer la vue à tous les utilisateurs. Quand le présentateur va choisir en cliquant sur le bouton que vous voyez en haut à droite qui est entouré en rouge, alors pas le bouton quitter, bien sûr, celui juste en dessous, vous avez la possibilité d'ouvrir cette interface pour l'ensemble des participants. Vous avez également une possibilité, si vous avez la nécessité, de créer différentes interactions sur cette scène principale en fonction de ce que le présentateur va choisir sur votre panneau latéral. Ici, vous avez l'exemple où le présentateur a commencé par afficher un graphique qui était disponible sous forme de vignette sur le panneau latéral. Il a décidé de l'afficher à tous les utilisateurs sur la scène principale. Il pourra, dans quelques minutes, avec le bouton qui est entouré, encore une fois, en rouge en bas de l'écran, il va pouvoir changer ce qui est mis en avant sur la scène principale à tous les utilisateurs. Ça, c'est encore plus récent. Ça a quelques semaines sur la plateforme et ça permet vraiment d'avoir des applications très riches au sein de la réunion, pendant la réunion. On continue dans ce cycle de vie de la réunion. Une fois que la réunion est terminée, on a également une expérience applicative qui est disponible en tant que développeur. C'est ce qu'on peut appeler le post-meeting en anglais. On avait le pré-meeting, le in-meeting, si je prends les termes anglais. Là, on est sur le post-meeting. Donc là, c'est le même type d'interface que ce qu'on avait avant la réunion. La seule différence, c'est que comme vous allez pouvoir détecter que la réunion a eu lieu, vous allez pouvoir afficher vous-même des informations qui sont plus pertinentes une fois que la réunion est passée. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure de définition d'un agenda collaboratif ou d'un certain nombre de points qu'on va souhaiter traiter pendant cette réunion, la grosse différence ici, c'est qu'on va avoir envie, par exemple, d'afficher la liste des points qui, justement, ont été traités ou la liste des questions qui ont été répondues, la liste des votes qui ont été réalisés pendant la réunion et les résultats de ces votes, par exemple. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous allez indiquer dans cette expérience applicative qui a lieu après la réunion. Benjamin, pour compléter un petit peu ce que tu dis, et ça peut avoir encore plus de sens dans le cas d'une application dans une réunion. On sait que la grande force de Teams, c'est aussi d'avoir des clients sur quasiment toutes les plateformes, Mac, Linux, mobile. Est-ce que ces applications, elles vont pouvoir, par exemple, être aussi accessibles en mobilité si je suis dans le train, ou est-ce que moi, je vais pouvoir aussi répondre et voir tout ce contenu depuis le mobile?
Il y a quelques exceptions qui sont détaillées dans la documentation que j'ai pas forcément toutes en tête aujourd'hui, mais de manière générale, la réponse est oui. C'est évidemment le principe. Teams se veut cross-platform par nature et on a un certain nombre de ces expériences applicatives qui sont visibles quand on utilise un téléphone, quand on utilise l'application Teams sur son téléphone. Et merci de le mentionner parce que ça va aussi influencer sur les pratiques de développement finalement que vous allez utiliser. Ce genre d'interface, à partir du moment où elle est disponible sur mobile, ça vous impose d'avoir une interface qui va être responsive, qui va pouvoir s'adapter à la taille de l'écran qui n'est évidemment pas la même quand on est sur mobile. C'est un bel atout aussi de pouvoir développer une seule fois l'application et avec très peu d'adaptation, pouvoir la publier en fait sur toutes les plateformes de nos utilisateurs. Et ça, c'est quand même top. On est d'accord. Rentrons un petit peu plus dans le détail de comment on va créer ce type d'interface, comment on va créer une application de réunion dans Teams. Vous avez peut-être connaissance de la façon dont on crée dont on crée une application Teams, de ce qu'est techniquement, concrètement une application Teams. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'aime bien dire qu'il s'agit simplement d'un fichier JSON. Une application Teams, c'est un fichier JSON, un manifeste dans lequel on va décrire les différents points d'extensibilité qu'on va souhaiter utiliser dans son application. On va pouvoir définir par exemple qu'on veut un bot et que ce bot aura telle caractéristique. Quand on est de manière très précise dans une extension de réunion, qu'on va souhaiter rajouter ce type d'interface dans son application, ce qu'on va utiliser, c'est le point d'extensibilité qui s'appelle Configurable Tabs, sur lequel on va devoir définir deux choses. On va devoir définir un scope, c'est le scope de groupe chat qui va être obligatoire quand on souhaite développer une extension de réunion. Et ensuite, on va définir les différents contextes que l'on souhaite supporter. Ça correspond aux différents types d'interfaces que je vous ai montré tout à l'heure. Vous retrouvez le dernier ici, le Meeting Stage par exemple, ou le Meeting Side Panel que je vous ai présenté. C'est vous qui allez définir ce que vous souhaitez supporter. Il y a certaines applications, par exemple, qui n'ont pas de volonté d'utiliser le Meeting Stage. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, dans ce cas-là, il faut forcément utiliser le side panel pendant la réunion. C'est vous qui êtes au contrôle de ces différents contextes. Ça se passe dans le manifeste de l'application, qui est lui-même ensuite pour information, et on le verra tout à l'heure, Alexis, je crois, qui est présent dans un fichier zip avec différentes icônes, et c'est ça, techniquement, votre application Teams. Absolument. Vous, petit point de détail, vous constatez qu'il y a une URL ici, configuration URL. Cette URL, c'est l'URL de finalement la page qui va s'afficher sur les différents points d'extensibilité que je vous ai présentés. C'est bien important de comprendre que cette URL, elle est unique pour tous les points d'extensibilité. Ça va être à vous de détecter où est-ce que Teams est en train de charger cette URL pour pouvoir adapter l'interface que vous allez rendre aux utilisateurs. Un point à préciser, excuse-moi Benjamin, un point à préciser parce que je pense que c'est important et j'ai souvent la question, il faut bien en fait se rendre compte qu'en fait l'application elle est exécutée, elle est lancée dans Teams, mais elle n'est pas hébergée dans Teams. Et il y en a beaucoup qui se rendent pas compte de ça, c'est qu'elle est hébergée dans Azure, dans un serveur que vous faites tourner. Mais le manifeste pointe bien vers cette URL qui n'est pas une URL dans l'environnement Teams. On est d'accord, c'est vraiment ce manifeste, c'est le seul élément technique que Teams a besoin en son sein, si je puis dire. Tout le reste, quand vous avez un bot, le bot est présent dans Azure Bot Service. Quand vous avez des onglets de type Configurable Tabs comme ici, l'URL, elle peut être n'importe où, vous choisissez où vous l'hébergez. D'ailleurs, Azure n'est pas un prérequis. Tout tourne à l'extérieur de Teams concrètement. Donc, on a vu qu'on définissait une URL, différents éléments de contexte que l'on souhaite supporter dans notre manifeste. Ça va être important, comme je le disais, de comprendre différents éléments, différentes informations sur la réunion en cours pour pouvoir afficher exactement ce qui est pertinent aux utilisateurs qui sont connectés. Donc, il y a différentes façons de récupérer des informations sur la réunion qui est en train de se passer. La première, c'est de récupérer des éléments qui sont disponibles dans un objet de contexte qui va lui-même récupérer des choses qui sont présentes dans la query string, qui va récupérer éventuellement des choses qui sont présentes dans les cookies disponibles depuis Teams et qui vont être ensuite rendus disponibles dans un objet JavaScript
qui est l'objet de contexte, lui-même présent dans ce qu'on appelle le Teams JavaScript Client SDK. Cet objet contexte va vous permettre de récupérer des informations sur le contexte, c'est le cas de le dire, sur le contexte dans lequel vous êtes en train d'être exécuté. Une autre façon de récupérer des informations sur la réunion en cours, c'est d'utiliser le Microsoft Graph pour pouvoir, en fonction de l'utilisateur qui est connecté, réutiliser son jeton utilisateur pour ensuite appeler le Microsoft Graph, avoir des informations supplémentaires sur la réunion, avoir des informations supplémentaires, pourquoi pas, sur les collègues de l'utilisateur connecté, sur les fichiers auxquels il a accès, sur sa liste de tâches, sur tous les éléments de l'écosystème Microsoft 365 qui peuvent être disponibles dans le cadre de Microsoft Graph. Et ça va vous permettre, quand vous faites ça, d'avoir une expérience qui va pouvoir être enrichie de plein d'informations disponibles pour l'utilisateur et qui vont être rendues disponibles à vous grâce au Microsoft Graph. Dernière façon de récupérer des informations sur la réunion, on le verra dans quelques dizaines de minutes, c'est d'utiliser des API qui sont disponibles dans le Bot Framework SDK. Donc, vous allez pouvoir rajouter un bot à votre application de réunion, à votre extension de réunion, pour qu'il puisse être notifié en temps réel d'un certain nombre d'événements. On va en reparler un petit peu plus tard. Une des choses qu'on aime bien faire et qu'on vous conseille, en l'occurrence, de faire quand vous développez une application sur Teams, que ce soit une extension de réunion ou tout type d'application sur Teams, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le Single Sign-On, le SSO. Ce Single Sign-On, le principe, c'est de ne pas nécessiter une connexion supplémentaire à l'utilisateur qui se trouve en l'occurrence déjà dans Teams. Donc s'il se trouve dans Teams, c'est qu'il a déjà effectué une étape de connexion. Soit il s'est connecté manuellement sur Teams, soit Teams a récupéré les informations de connexion de Windows, par exemple, et a pu directement authentifier l'utilisateur. Quand vous allez apporter une expérience applicative dans Teams, l'idéal, c'est que vous puissiez ne pas lui redemander de s'authentifier auprès de votre service, mais que vous puissiez utiliser les informations d'authentification qu'il a déjà communiquées à Microsoft Teams. C'est ça le Single Sign-On. Et ça, c'est réalisable dans les applications de réunion de la même façon que dans les autres types d'applications dans Teams, dans les autres types de points d'extensibilité dans Teams qui utilisent la notion d'onglet. Donc ceux qui savent faire du SSO dans les onglets statiques ou dans les onglets configurables de canaux dans Teams, vous savez déjà faire du SSO dans les applications, les extensions de réunion. Pour ceux qui ne savent pas, on va regarder un petit peu plus en détail. Il y a un certain nombre de choses à faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça se passe grâce à ce qu'on appelle la Microsoft Identity Platform. Plus concrètement et techniquement, ça se passe dans Azure Active Directory, où vous allez définir une application, une identité finalement pour votre application dans Azure Active Directory. Et ensuite, vous allez créer un lien entre cette identité dans Azure Active Directory et votre application Teams. Ce lien, il se fait lui aussi dans le manifeste de l'application. Vous avez une section dans le manifeste qui s'appelle Web Application Info, sur lequel vous allez indiquer l'identifiant de votre application Azure Active Directory, sur lequel Teams va se baser, notamment pour le Single Sign-On. On va voir ça en détail dans quelques secondes avec Alexis. Mais il faut bien comprendre que cette étape de Single Sign-On, elle a plusieurs buts. La première, c'est de récupérer un jeton qui va vous être accessible dans votre code pour identifier l'utilisateur, savoir que c'est bien Alexis qui est connecté, qu'il est connecté sur le tenant Kickle de sa société, ou alors savoir que c'est Benjamin qui est connecté sur le tenant Microsoft. Vous allez avoir à votre disposition ces informations-là grâce au SSO, et ensuite ça vous permet de réagir à ces informations de différentes façons. Soit ça vous permet de faire le lien avec des informations que vous avez en base de données sur Alexis, sur moi, et donc de me permettre d'utiliser des informations que vous avez à votre main, qui sont tout à fait extérieures à Microsoft 365. Soit vous allez utiliser ce jeton pour demander à la plateforme Azure Active Directory un jeton plus puissant. Par défaut, ce jeton, il ne fait pas grand-chose. Le jeton que vous récupérez via le SSO, il ne fait pas grand-chose. Si vous voulez appeler le Microsoft Graph avec l'identité de l'utilisateur qui est connecté, il va falloir faire une étape supplémentaire pour échanger ce jeton par un jeton d'accès qui va avoir un peu plus de droits et des droits sur les éléments du Microsoft Graph que vous souhaitez accéder au nom de l'utilisateur qui est connecté.
Ça, c'est ce qu'on appelle, pour information, le flux on behalf of. Si vous voyez ça dans la documentation, c'est ce qui vous permet de faire cet échange de jetons. Une fois qu'on a fait ça, ça nous permet, pour information, par exemple, d'utiliser le point, le endpoint de l'API finalement chat de Microsoft Graph pour récupérer des informations sur l'élément, la fenêtre de discussion en cours, ou alors récupérer des informations sur la réunion en cours. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites sur le Microsoft Graph. Tout ça, vous y avez accès une fois que vous avez récupéré le bon jeton avec les bonnes permissions déclarées dans ce jeton. Alexis, ça va être à toi pour voir tout ça dans une démonstration maintenant. Absolument. Alors, on va passer sur mon écran. Donc, en fait, on va donc illustrer ce que Benjamin a dit. Ça correspond en fait par rapport au module Learn à l'exercice 1. Donc, il y a 3 exercices. Le premier exercice correspond à toute cette création d'environnement dans lequel vous allez pouvoir créer votre application Teams. Alors, c'est pas nécessaire de repartir de zéro à chaque fois. Si vous avez déjà une application, on va pouvoir l'enrichir. Mais ici, le but, c'est vraiment de partir dans l'exemple d'un modèle vierge, et de petit à petit ajouter des fonctionnalités pour essayer de couvrir en fait toutes les fonctionnalités que Benjamin vous a décrit. Dans le module Learn, on va utiliser un outil qui s'appelle YoGenerator avec une petite fonctionnalité supplémentaire pour créer des applications Teams. Il faut savoir que ce n'est pas le seul outil disponible pour pouvoir générer et créer des applications. On peut soit le faire en fait de zéro et partir d'un fichier JSON comme Benjamin l'a dit, et puis de construire les briques applicatives, le front-end pour afficher votre application dans Teams. On va avoir besoin d'une API, etc. On peut tout créer à la main. On va pouvoir aussi utiliser un outil qui s'appelle le Teams Toolkit, qui est de la même manière un outil qui va vous générer un certain nombre d'applications et d'automatismes pour pouvoir créer l'application. Et donc, avec tous ces outils-là, en fait, ça va nous faire quand même gagner pas mal de temps en tant que développeur parce que l'application Teams en soi, c'est en effet juste un fichier JSON, mais en fait, il faut construire tous ces éléments autour de ça. Donc en fait ici, je voulais juste lancer, c'est un outil en ligne de commande. Il va vous poser un certain nombre de questions, le nom de la solution, quelles sont les fonctionnalités, les points d'extensibilité que vous avez besoin dans votre application. Par exemple, je vais mettre un tab, je vais mettre un bot, etc., etc. Et une fois que vous avez confirmé toutes les questions, il va vous générer en fait un environnement ici. Alors pour YoTeams, on aura un environnement serveur qui est en fait une application Node.js, un environnement client qui est une application React, et puis notamment ici, ce qui nous intéresse le plus pour une application Teams, c'est tout le manifeste. Donc en fait, le manifeste, c'est un fichier zip avec ce fichier JSON qui contient en fait toutes les informations de l'application. Donc Benjamin vous en a parlé tout à l'heure ici, mais par exemple, on va avoir le contexte pour pouvoir utiliser notre application dans un environnement de meeting, et des icônes. En fait, les icônes, c'est ce qui va être affiché sur le store, ce qui va être les images qu'on va utiliser dans Teams, que Teams va utiliser pour afficher les raccourcis, etc. Donc, en fait, on va ensuite zipper tout ça et l'utiliser dans Teams pour exécuter l'application. Ce qui est bien avec YoTeams, c'est que toute cette génération de manifestes, elle est faite automatiquement. On va utiliser un outil qui est entre autres Webpack, qui va en fait automatiser toute cette génération, qui va notamment utiliser des paramètres. C'est pour ça que vous avez ici une syntaxe un peu bizarre, mais en fait c'est celle qui est utilisée par YoTeams pour pouvoir remplacer automatiquement les points de connexion, etc. Donc en tant que développeur, on gagne pas mal de temps. Et on va aussi retrouver en fait ici toute la partie web application pour le SSO. Pour pouvoir configurer le SSO, comme Benjamin vous l'a dit tout à l'heure, on doit se retrouver ici, en fait, dans l'interface. Donc, je suis sur le portail Microsoft Azure. Je suis dans un tenant de développement et j'ai créé ici une application Azure AD qui va notamment avoir un ID qu'on va utiliser assez régulièrement dans une application Teams, et aussi l'identifiant de notre tenant. Donc, en fait, c'est l'environnement dans lequel on est connecté. Ce qui va être important de configurer ici, c'est dans un premier temps